anti-masque, tout le monde déteste le coup. Tout plus de masques à l'école, plus de masques à l'école, plus de masques à l'école, plus de masques à l'école. S'il faut ceci, cela, je t'écoute. Rassemblés, avant on ne se connaissait pas et maintenant on se connaît, on crée des liens et ça c'est très bon pour notre immunité. Alors moi je me présente, je m'appelle Hervé, je suis un biologiste, un doctorat en médecine. Ça fait 40 ans que je m'occupe de virus, de bactéries, d'immunologie et autres, donc j'ai pu observer avec beaucoup d'intérêt pendant toute cette année tout ce qui a été pris comme mesures et contre-mesures et non-mesures, et vous en êtes les témoins aussi. Bon, c'était absolument terrible. Le professeur Perron a écrit y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Bon, avec ce qu'il vous propose aujourd'hui, vous avez bien fait. Franchement, vous avez vraiment bien fait. Les Chinois, ils démarrent à fond. Alors, ce qui est intéressant en tant que biologiste, c'est que on peut observer et comprendre tout ce qui se dit ailleurs. Alors, on a vu les États-Unis, on a vu l'Angleterre, on a vu apparaître les variants. Heureusement, chez nous, en France, on a des héros. Professeur Didier Raoult, le premier, hein, donc il mérite une vraie ovation, cet homme-là. Encore un Marseillais, Louis Fouché. Ce sont vraiment de très très belles personnes. Ils nous emmènent vraiment là où il faut, c'est-à-dire tout simplement la vérité, la science avec conscience. Et ça, c'est quelque chose d'unique et de précieux. Professeur Perron, professeur Tubiana, tout ça ce sont des gens qui sont des héros vraiment, parce qu'ils sont courageux, ils prennent la parole, et quand on la leur donne, malheureusement, il y a besoin de diluer toute cette parole de toutes sortes de gens qui, plus corrompus les uns que les autres, ont pris l'antenne, malheureusement. Donc vous les avez écoutés, moi maintenant je les écoute plus, ils sont impressionnants, hein, mais c'est une vraie catastrophe. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle dans tout ce marasme de mesures et de contre-mesures, c'est qu'en ce moment, plusieurs dizaines, centaines de biologistes, de médecins, de professeurs de médecine, d'immunologie, en tête desquels, par exemple, il y a un Allemand. Bon, moi je suis très très germanophile et je regarde beaucoup ce qui se passe d'Europe du centre. Et le professeur Soukharit Bagdi, par exemple, a dit qu'il fallait arrêter absolument tout de suite la surimmunité, la surimmunisation avec les vaccins d'aujourd'hui, et éventuellement utiliser, pour ceux qui ont vraiment peur du virus, les quelques vaccins atténués qui existent, qui sont beaucoup plus complets, on va dire, qui sont plus classiques, mais arrêter avec l'expérimentation d'aujourd'hui. Vous savez que pour AstraZeneca, par exemple, vous avez l'Autriche, le Danemark, l'Estonie, le Luxembourg, l'Islande, l'Italie, bon, la Bulgarie, l'Australie sûrement, parce qu'ils ont réussi à éteindre leur ministre de la Santé. Bon, c'est pas à nous, ça nous serait arrivé malheureusement, donc on l'a loupé pour ce coup-là, mais bon. Et alors, donc tous ces gens-là, donc on dit stop, au moins principe de précaution. Et bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a derrière l'immunité, parce que c'est technique, mais franchement, on a une immunité de contact. Je voudrais rajouter un truc sur AstraZeneca, la signification en latin, ça veut dire tuer les étoiles. Waouh. Bon, il y a le... Voilà, nous sommes les étoiles, c'est clair, bien sûr. Et alors, je voulais aussi dire que prendre la parole devant vous, bien sûr, c'est un plaisir, mais aussi c'est faire le porte-parole
de ces gens-là auxquels qu'on essaye de museler justement. Alors, ces professeurs éminents d'immunologie, comme je pense à Sucharit Bhakdi par exemple, qui est un immunologiste allemand qui est vraiment une sommité mondiale, cet homme-là dit stop. Quand on voit les courbes de décès post-vaccination en Allemagne, par exemple, pour les plus de 80 ans, c'est une véritable hécatombe. C'est assez impressionnant, quoi. Alors en France, on communique beaucoup moins là-dessus qu'en Allemagne, par exemple, mais les chiffres de l'Institut Robert Koch en Allemagne disent clairement que dans les 12 mois de 2020, et il y a eu... C'est bon? Ouais. Merci encore. Hein. Et dans les 12 mois de 2020, il y a eu 4 fois ou 5 fois moins de décès parmi les plus de 80 ans que dans les 2 mois qui ont suivi janvier-février, donc le début des vaccins pour ces personnes-là, soi-disant prioritaires. En fait, ils seraient plutôt prioritaires pour qu'on leur foute la paix, et parce qu'ils se débrouillent déjà tant bien que mal avec leur immunité, et leur rajouter de l'inflammation là-dessus, c'est vraiment criminel, il n'y a pas d'autre terme. D'autant plus criminel que lorsqu'on évite de prendre en compte les signaux avant-coureurs. Bon, c'est un biologiste qui vous le dit, très sincèrement, c'est une réflexion, une communication avec beaucoup de médecins, dont les médecins de Réinfo Covid, et tout simplement dire, d'abord ne pas nuire. Vous connaissez les précautions qu'il faut prendre pour se sauver son immunité. Zinc, vitamine D, vitamine C, hein. Vitamine C liposomale, me dit-on en plus. Hein, donc de l'exercice physique, bon là on y était, hein, donc vous êtes d'accord, on a bien chanté aussi, donc ça c'est l'aération, c'est top. Et effectivement pour nos petits-enfants, bon je vous parle aussi en tant que papa de 4 enfants, bon qui sont grands maintenant, et grand-père aussi de 4 tout petits. Et bon ben ça va pas quoi, hein. Ça va pas tout simplement. Les asphyxier chroniquement toute la journée à l'école, c'est une vraie honte. Vous savez que le Conseil d'État en Italie est revenu là-dessus, hein, donc ça n'existe plus maintenant dans tous les pays qui nous entourent. Au Canada, je crois que c'est le cas aussi, ou au Québec en tout cas, mais ils en souffrent beaucoup et ils manifestent aussi contre ça. Mais on est vraiment, nous, parmi les pires mesures qui ont pu se faire. Surtout, et je terminerai là-dessus, puisque je ne veux pas monopoliser la parole, donc Anne-Marie peut dire 2 mots. Anne-Marie est pédiatre, donc elle a aussi un message à vous faire passer. Le gros message, c'est celui de l'Inde. Combien d'habitants dans l'Inde? 1,2 milliard. Ils gèrent ça à la perfection. Et comment ils ont fait? Très exactement comme le professeur Raoult le demande de le faire depuis le début. Traiter les malades, hydroxychloroquine, ivermectine. Hein, ivermectine, c'est l'antiparasitaire. Hein, vous avez ça par bidon de 1 litre chez les vétérinaires, par exemple. Alors, vraiment, c'est un truc hyper banal. Alors, l'Inde, en plus, fabrique ces médicaments. Et vous savez pas la meilleure? Il fabrique aussi un vaccin pour les gens qui ont besoin qui se disent, bon, j'ai quand même peur du virus, je me sens pas très bien, peut-être, bon, je vais y aller quand même. Bon, avec du zinc, du magnésium, la vitamine C, la vitamine D, un peu d'ivermectine, franchement, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. Mais vous savez ce qu'ils font les Indiens? Non seulement ils font en première ligne hydroxychloroquine, ivermectine, vitamine C, vitamine D, zinc, doxycycline aussi, c'est un antibiotique qui va en synergie avec l'ivermectine, et ils s'en sortent très très bien. Leur ratio de réinfection est maintenant en dessous de 1, donc c'est-à-dire que l'épidémie est en train de s'éteindre là-bas. Il y a quelques paranoïaques donc, qui se font vacciner, et la meilleure de toutes, c'est qu'ils fabriquent le vaccin AstraZeneca et ils l'exportent. Donc, eh bien, il était pathogène. Il a créé vraiment un gros problème. Mais ils se sont organisés en augmentant le nombre de lits quand il y avait plus de malades. Et maintenant, il y a plein d'unités qui ferment parce qu'ils n'ont plus besoin Et puis, ils ne vaccinent pas, donc il n'y aura pas de variant. Il ne sollicite pas en fait l'immunité outre mesure. Donc je pense que l'Inde, ça sera un bel exemple pour nous. 1 milliard 200 millions, et ils ont 5 fois moins de victimes de cette histoire-là que nous autres. Donc vous voyez, les premiers seront les derniers, hein, c'est écrit dans la Bible, donc aujourd'hui on y est.
malheureusement pour nous, mais ça nous fait du bien à notre arrogance, à notre prétention, à notre fameux soi-disant meilleur système de santé du monde. Ceci dit, ils ont été héroïques, les aides-soignants, les infirmières, les médecins, sauf qu'on les a empêchés de travailler. La France a été le seul pays du monde à interdire à ses médecins de prescrire de l'hydroxychloroquine. C'est incroyable, mais c'était réel. À faire les gros yeux pour l'ivermectine. L'ivermectine n'est toujours pas autorisé officiellement, on va dire, alors qu'ils viennent d'autoriser à la va-vite un anticorps monoclonal qui ne sert à rien et qui est très coûteux comme d'habitude. Donc entre corruption, ignorance et cynisme, franchement, je pense qu'on ne pouvait pas faire pire que ce qui a été fait en France. Et heureusement pour nous, la bonne nouvelle, c'est que nos voisins vont faire différemment, sont obligés de faire différemment, et on va certainement écouter les suivre au moins, quoi, hein. Donc nous serons les premiers alertés de ça. Alors si vous avez des réputés mutagènes comme le remdesivir par exemple, eh bien le virus, il se retrouve face à la molécule, il se dit bon hop, je change un petit peu de ma bouille et je passe au travers, donc je vais résister aux médicaments en question. Pas tous les médicaments sont comme ça, hein, donc je ne sais pas si l'hydroxychloroquine ou d'autres sont vraiment mutagènes, on appelle ça mutagène, mais apparemment les premiers vaccins, en tout cas les vaccins à ARN, sont franchement mutagènes et les variants donc apparaissent au fur et à mesure qu'on vaccine les gens. Donc c'est stupide, mais ça rapporte des sous à certains, certainement. Donc voilà la réponse. Alors la question c'est les doses de vitamine C, de vitamine D. Alors l'immunité des gosses, c'est Marie qui va nous en parler justement. Mais déjà pour répondre pour nous les parents et les grands-parents sur les doses, moi je sais que je fonctionne depuis pas mal de temps à 2 grammes de vitamine C par jour, donc tout le temps quoi en fait. Et un apport de magnésium par exemple sous forme de chlorophylle, mais on peut avoir des apports de magnésium avec des préparations avec quelques 200 mg ou 400 mg de magnésium. La dose de zinc c'est du 15 mg jour pour un adulte. Je ne connais pas les doses pour les enfants, donc 15 mg, ça veut dire que le protocole indien, par exemple, il recommande 50 mg par jour pendant 15 jours. Donc vous voyez, il force un peu sur le zinc. Et puis la vitamine D, c'est, ce qui est recommandé c'est 800 000 unités, mais enfin on peut largement aller à 2000 unités par jour aussi, ça se dose. Hein. Les compléments alimentaires sont présentés avec des gouttes, et les médicaments avec des gouttes, et on indique qu'il y a tant d'unités internationales par goutte. Donc vous voyez, justement expliquer aux mamans et aux papas ce qu'il en est de l'immunité de vos enfants. Alors bonjour, donc moi je suis Anne-Marie Trella, je suis pédiatre retraitée. Moi je suis membre du collectif Covid et en particulier du collectif pédiatrique qui vous fournira énormément de documents si vous le souhaitez, si vous ne les avez pas déjà. Alors je sais que vous êtes déjà très au courant de Réinfo Covid, mais je vais parler, peut-être vous allez considérer que c'est des choses que vous savez déjà, mais qui peut peut-être vous aider à alerter d'autres parents sur ce qui est en train de se passer. Donc évidemment vous êtes inquiets et mobilisés face aux conséquences des mesures sanitaires imposées à vos enfants, en particulier le port de masque à l'école. Et moi j'ai 3 petits-enfants qui ont entre 6 et 10 ans, et bien entendu je leur ai posé des questions, c'est évident. Alors, une première chose qui est absolument sûre, c'est que le Covid-19 n'est pas une maladie pédiatrique. Voilà. Alors, c'est ce qu'affirme la Société française de pédiatrie qui a accepté le port de masque chez les 6 à 10 ans dans les écoles pour permettre le maintien de l'ouverture des écoles par principe de précaution lors du 2e confinement. Mais comme vous pouvez le voir, ça dure. Les enfants, par le passé, ont fait face aux virus, aux bactéries, aux champignons dans les écoles, sans distanciation sociale, sans masque, en stimulant efficacement leur système immunitaire dans la joie et la bonne humeur. Notons à ce sujet qu'il existe
7 sortes de coronavirus, dont 4 sont sources d'infections bénignes, comme de simples rhumes et des maux de gorge, et qu'évidemment les enfants ont largement l'occasion de développer une immunité solide anti-coronavirus. Alors à ce sujet-là, bon, c'était pas dans mon papier, mais Hervé disait que j'allais en parler. Il y a une immunité muqueuse à IgA qui est très active en première ligne pour faire une barrière, pour empêcher carrément que ça rentre à l'intérieur de l'organisme. Et ensuite, c'est pas seulement les anticorps qui jouent, hein, c'est parce qu'on nous parle tout le temps des anticorps parce qu'on est branché vaccin, mais l'immunité cellulaire est extrêmement importante. Hein, c'est des cellules qui ont des anticorps complètement hérissés comme des porcs-épics, hein, à leur surface, et ça marche très très bien. Et il n'y a pas de raison que les enfants n'utilisent pas cette immunité anti-coronavirus contre le Covid-19. Alors, depuis le 2 novembre, on leur impose le port de masque en intérieur des bâtiments et à la récréation. Parfois même, dans certains établissements, lors du sport, ce qui n'est pas légal. Alors, si vos gosses, on leur met des masques pendant le sport, vous pouvez vous y opposer légalement. Alors évidemment, on se demande toutes ces mesures scientifiques sont-elles sur une base scientifique ou médicale, hein, et s'il n'y a pas d'autre raison, et en particulier si ce n'est pas pour faire face aux peurs des adultes. Alors, donc je reviens sur une première chose. Est-ce que la Covid-19 est fréquente chez les enfants? Non! La Covid n'est pas une maladie pédiatrique. La plupart des études scientifiques révèlent que les enfants testés sont majoritairement négatifs. Ça va? Bon. En particulier, on a dans Pediatric Infectious Disease Journal de novembre 2020, ils sont très peu malades, ils font encore moins de formes graves, et de plus, ces enfants testés positifs sont le plus souvent asymptomatiques ou peu symptomatiques. Alors, une de mes collègues m'a donné les chiffres, je les ai pas là sur mon papier, mais si je peux être, il y a eu en fait 6 décès d'enfants qui avaient d'autres pathologies associées, pour la plupart enfants, on ne sait pas exactement, et quand on dit enfants, c'est moins de 18 ans, enfin en tout cas moins de 15, et donc on n'a pas forcément les âges, et tout ça c'est sur les 87 000 ou je sais pas combien d'essais qu'on nous donne, et on ne sait pas si c'est pas justement simplement parce qu'un PCR était positif et qu'ils sont morts d'autre chose. Donc on peut vraiment pas dire qu'il y a des cas graves chez les enfants, hein. Et ça c'est des chiffres du 8 mars, hein, de la société, voilà. Donc, je vous signale une autre étude qui a été publiée en juin 2020, qui est menée par l'Association française de pédiatrie ambulatoire, qui montre que sur près de 605 enfants de moins de 15 ans en Île-de-France, ils sont moins contaminants et moins contaminés que les adultes. Alors, à ce sujet-là, il faut vraiment savoir, parce que vous savez probablement tous vous qui êtes là, qu'un cas positif, il ne faut pas confondre un PCR positif et une contagiosité, hein. Donc, comme le disait Hervé, la sensibilité des tests RT-PCR est si élevée qu'après 35 à 45 cycles d'amplification, les biologistes sont capables de détecter des fragments de virus, d'ARN de virus, impossibles à cultiver in vitro en laboratoire. Et comme le soulignait un article qu'on peut trouver facilement sur Internet d'août 2020, jusqu'à 90% des tests de Covid-19 positifs auraient dû être négatifs du fait de l'hypersensibilité des tests. Donc, voilà, alors quand on nous dit qu'il y a des PCR positifs chez les gosses, eh ben on peut vraiment se demander si c'est contaminant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à y croire, hein. Donc, là, je vais vous reparler de choses très basiques, hein, que les symptômes et transmission du virus. Bien évidemment, qu'est-ce qui définit une maladie? C'est qu'on a des symptômes. Et le symptôme, c'est quand le virus a pénétré la cellule du corps et s'y multiplie. Et que le corps réagit. Bon, avec de la fièvre, avec de la toux, et en éternuant, bon, c'est des voies d'expectoration naturelle. Et c'est ainsi que ça se transmet. Et on parle de charge virale, c'est-à-dire que plus notre corps est infecté, plus les symptômes sont importants, plus on est contagieux. Évidemment, quand on est asymptomatique, déjà par définition, on n'est pas malade, et ça c'est une bonne nouvelle, et comme on vient de le dire, on n'est pratiquement pas contagieux. Par ailleurs, l'attention actuelle est dirigée vers le port de masque et ne doit pas nous faire oublier
qu'une prévention essentielle de toute infection est le lavage des mains pour contrer la transmission à portée. Et là, c'est vraiment... voilà, qu'on ne nous dise pas que c'est parce que, qu'il faut mettre des masques, il faut surtout se laver les mains, quoi. Hein. Donc là, il y a une expérience par rapport des masques, peut-être que vous la connaissez déjà. Hein. Si vous connaissez quelqu'un qui fume, et ben vous leur dites de souffler la fumée dans son masque, et vous allez voir où la fumée passe, quoi. Hein. Au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche. Et donc, on peut vraiment se demander à quoi ça sert. Hein. Alors évidemment, quand on est face à des gens qui ont un Covid-19 vraiment bien avancé, qui ont des médecins, bon, on a intérêt à mettre un masque, c'est clair, mais il y a les projections, il y a la toux, il y a les éternuements, il y a tout ça, et les enfants, c'est pas ça qu'ils nous envoient, hein. D'abord, ils sont pas le même moteur que nous. Donc voilà. Alors, les effets délétères. Eh ben, là, par le coup, il y en a évidemment beaucoup, et vous le savez. L'étude allemande, elle commence à être beaucoup diffusée. À l'université de Mitten-Herdeck, elle a été faite sur 25 930 enfants en octobre 2020 et le registre a été mis en ligne pour que les parents puissent saisir leurs observations. La durée moyenne de port de masque était de 4h30, 270 minutes. Les déficiences causées par le port de masque ont été signalées par 68% des parents. Celles-ci comprenaient l'irritabilité, 60%, les maux de tête, 53%. La difficulté à se concentrer, c'est 50%. Rapprocher. Je me rapproche, d'accord. Moins de bonheur, 49%, oui, ça c'est vrai. La réticence à aller à l'école et à la maternelle, 44%. Le malaise, on va quand même pas attendre que les gosses aient des malaises pour arrêter cette folie, hein. C'est 42% les malaises. Les troubles d'apprentissage, 38%. La somnolence ou la fatigue, 37%. C'est énorme. Alors, évidemment, on dit que les enfants s'adaptent. Mais enfin bon, on va les laisser s'adapter jusqu'à quand à des choses aussi abominables, hein. L'interprétation de ces symptômes est qu'ils semblent venir en grande partie de l'hypercapnie, hein, qui est une augmentation du taux de gaz carbonique dans le sang provoquée par l'inhalation de CO2 expiré maintenu sous le masque. Et Hervé me disait que ça changeait même le pH sanguin. Plus récemment, on a décrit dans les écoles françaises un syndrome collectif d'endormissement inexpliqué. Les gosses s'endorment en classe ou à la cour de récréation. Alors, on nous dit que c'est inexpliqué. Bon, voilà, logique, vous les connaissez. On exhale des bactéries contenues dans le tube digestif et si l'enfant ne change pas au moins une fois, sinon 2 fois son masque dans la journée, eh bien, il peut avoir des infections cutanées. Il peut y avoir également des allergies au contact du tissu du masque. Enfin, si c'est un tissu, enfin, si c'est le bidule bleu, c'est encore pire. Voilà, parce qu'il paraît que c'est toxique. Hein. Bon. Alors, ça peut poser la question à Hervé, mais bon, moi j'ai entendu qu'il y en a un certain nombre, il y a du toluen et il y a encore d'autres choses. Alors, les conséquences sur les apprentissages des enfants. Ben voilà, donc vous avez le tract sur le port de masque. Sur le langage, c'est une évidence. C'est une évidence. Hein, voilà. L'enfant a besoin de voir les mouvements des lèvres pour acquérir le langage. C'est un problème que aussi le personnel des crèches a constaté et a fait des études. Parce que les gosses, ils ont besoin de voir les lèvres pour comprendre. Et il y a des gosses qui ne comprennent rien. Et je peux vous dire que dès l'âge de 6 semaines, un enfant se fie plus au mouvement des lèvres qu'à ce qu'il entend pour commencer à acquérir le langage. Donc là, voilà, qu'est-ce que ça donne un gosse qui est face à des personnes masquées toute la journée en crèche? On peut vraiment s'inquiéter du résultat. Voilà, évidemment, si la famille ne compense pas ce qui se passe dans la journée. Voilà, donc, évidemment, le stress diminue les capacités cognitives et l'hypercapnie peut entraîner des sources de concentration. Alors les conséquences psychologiques, ben, vous les connaissez, hein, vous les avez vues, on peut quand même en parler. Le port de masque chez nos enfants et pour les adultes qui les entourent risque de nuire aux capacités d'expression et de communication en cachant les mimiques du visage. L'enfant a vraiment besoin de voir les expressions du visage, quel que soit l'âge, hein, en particulier le petit quand il se construit, hein, pour comprendre ce que l'adulte
exprime et ressent. Ça risque évidemment de perturber son développement, et l'oblige à s'adapter différemment, et ça peut lui donner comme modèle que l'autre est une menace contagieuse permanente en toutes circonstances. On peut leur faire peur, ça c'est évident, hein, mais ça c'est pas terrible. Bon, voilà, donc, et en plus quand on tient 8 heures par jour le masque à l'école et même à la garderie, pour des adultes c'est déjà dur, mais alors pour les enfants, c'est vraiment épouvantable et ça peut les rendre extrêmement anxieux et angoissés. Alors évidemment, notre système nerveux est capable de supporter le stress, mais pour une durée relativement limitée, on peut le supporter facilement. Quand ça dure, ça devient vraiment difficile. Et vous savez que les enfants sont signalés comme agressifs à l'école et par leurs parents. Et puis, ce qui me paraît encore le plus dur, c'est qu'on les culpabilise. Quand les enfants disent pourquoi il y a ces masques, il y en a qui leur répondent, c'est pour protéger tes grands-parents, que tu risques de contaminer si tu es porteur du virus et que tu ne le sais pas. Voilà, et que tu risques de tuer ta mamie et ta grand-mère. Mais ça, c'est quand même, enfin abominable hein, comme discours. Hein. Voilà, moi je suis grand-mère, hein, moi j'ai embrassé mes petits-enfants et quand la crèche de ma petite fille en plein confinement était arrêtée pour cause de Covid, ben, j'ai pris le TGV, je suis allée la garder, hein, puis je l'ai embrassée, voilà. Bon ben voilà. Et donc là, si on oblige à l'enfant de porter l'adulte, alors que c'est le contraire, on est quand même supposé les protéger, et ben quand on se dit, hein, si on commence à attaquer un bébé un louveteau ou un lionceau, on sait qu'on a des problèmes avec la mère, et on peut se demander qu'est-ce qui nous arrive à nous, collectifs d'humains, de notre instinct de conservation d'espèces. Oui, c'est la grande question. Voilà, vous êtes là, donc ça va, mais il y en a, on se demande s'ils l'ont pas oublié, hein, voilà. Bon, et puis, vous savez comme moi que la moyenne d'âge de mortalité due au Covid est supérieure à 80 ans. Donc tous ceux qui entourent les enfants à l'école, ils ne sont pas dans la classe d'âge à risque. Hein. Voilà, et des psychologues décrivent le développement de troubles obsessionnels compulsifs. L'enfant se met à se laver les mains je ne sais pas combien de fois par jour. Ils sont anxieux, ils ont un mode de fonctionnement en survie, sans connexion à l'autre, sans développer du lien, au lieu d'avoir accès à toute leur potentialité cérébrale et développement. Il y a des gosses, voilà, et des tocs d'addiction, mais voilà, mais ça va, ça commence à aller vraiment en vrille, hein, ça on est bien d'accord. Donc, il y a des gosses qui évidemment abandonnent, lâchent tout, hein, ils ne veulent plus aller à l'école, ils ont des troubles du sommeil, ils ont des cauchemars, ils sont tristes, hein, mais ça on l'a constaté aussi dans les crèches, des gosses qui sont tristes et qui jouent plus. Hein, voilà, où est la vie là-dedans. Hein. Bon, alors en bref, concernant les bénéfices-risques du port de masque, vous êtes d'accord avec moi que les jeunes enfants ne participent qu'exceptionnellement à la chaîne de transmission du SARS-CoV-2 et que la balance bénéfice-risque n'est vraiment pas en faveur du port de masque. Hein. Il n'y a pas de cluster à l'école. Que bon, les quelques-uns qui ont été touchés, on vient déjà de dire, c'est la plupart, enfin presque toujours, c'est complètement bénin ou asymptomatique. Voilà, donc là on est en train de leur couper leur envie de découvrir le monde, la liberté, la jouissance de leurs 5 sens, et où on va quoi. Hein. Alors, il y a d'autres points sur lesquels il faudrait qu'on soit vigilant en tant que collectif, enfin collectif en général et collectif de parents en particulier. Parce qu'il y a une mesure qui vient d'être mise en branle par notre gouvernement, c'est les tests salivaires. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Prouver que les gosses sont contagieux, hein, voilà, qu'il y ait des tests positifs pour essayer de justifier leurs mesures et leurs statistiques. Hein. Bon, c'est pas obligatoire du tout. Il faut s'y opposer. Hein. Vraiment, vous pouvez faire un papier en infirmerie en disant on ne touche pas à mon môme sans mon accord. Hein. Donc ça, c'est disponible sur le site de Réinfo Covid. Voilà. Et les certificats de contre-indication au port de masque qui sont dûment faits par des médecins devraient être respectés. Et c'est terrible parce qu'il y a des gosses qui effectivement, rarissimement en fait, hein, très rarement, pour des troubles du développement nerveux en particulier, ont eu un accord et ils demandent à leur mère de remettre un masque parce qu'on les exclut du groupe. Voilà. Alors, en conclusion, si la demande de maintien de port de masque en classe
vient de personnes au contact des enfants qui ont peur de la contamination, peut leur demander de réfléchir aux bénéfices-risques et de voir si ça ne serait pas plus sage, par amour pour les enfants, de ne pas leur faire porter le poids de cette mesure et de leur propre peur, enfin j'ai envie de rajouter ça, hein, qui est absolument sans intérêt pour les enfants de porter un masque, et évidemment, comme on l'a crié tout à l'heure à la manif, de les laisser vivre et respirer librement. À ce sujet, le conseil scientifique du collectif Coordination Santé Libre, qui regroupe 30 000 médecins, 30 000 soignants et 100 000 citoyens, c'est quand même un certain nombre, hein, vient de demander au gouvernement, lors de sa conférence de presse du 6 mars, en s'appuyant sur l'étude d'une bibliographie internationale, de suspendre l'obligation du port de masque en classe. Et il réclame également qu'on soigne les gens, qu'on laisse les médecins prescrire. Voilà. Et donc je vous invite à aller voir le site des pédiatres de Réinfo Covid, qui a fait un manifeste qui conclut que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer.